Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, l'émission MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire avec, vous l'avez entendu, un autre J. Et oui, c'est l'autre J, l'imposteur, celui qui est là pour faire rire la bande. C'est Jérémy et je suis ravi de vous retrouver pour un podcast non pas solo, mais j'ai un invité. Et non, ce n'est pas le J que vous avez eu, a.k.a. Baudelaire, Proust, etc., avec son baseball romantique que vous avez pu écouter dernièrement. Le baseball est tout sauf romantique, parce que vous l'avez vu cette semaine avec Emmanuel Classé et son compère Ortiz des Cleveland Guardians, qui ont été rattrapés par la patrouille pour des paris illicites. Pourquoi le baseball est romantique? Le J vous l'a dit, mais il a été rattrapé par la cupidité de l'homme avec les paris. Voilà. On redescend sur terre le J, on revient au vrai baseball. Et aujourd'hui, je reçois, malgré moi, parce que mon cœur de supporter de Boston saigne un petit peu aujourd'hui, mais je devais l'inviter parce qu'il a fait, sur l'année et la saison régulière, un très très gros travail monstre sur Twitter. Et je reçois Alexis, qui est le compte FR de Pinstripe, donc les Yankees de New York. Comment tu vas, Alexis? Salut Jérémy, comment ça va? Moi ça va très bien en tout cas, ravi d'être sur le podcast, ça fait toute la saison que j'écoute, donc ravi de pouvoir participer. Ah bah c'est gentil à toi, merci beaucoup. Merci d'être présent avec moi. Tu n'es pas en France, Non. à mon grand étonnement. Tu es au pays du baseball, du Eh National oui, 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 Pastime. oui. Eh oui. Oui, j'habite aux États-Unis, j'habite dans l'État de New York, pas dans la ville, donc je suis un peu loin quand même du Yankee Stadium, du temple. Mais j'habite, oui, aux États-Unis. Ça fait, alors, j'y ai habité de 2016 à 2020. Et entre-temps, j'habitais à Barcelone. Et là, je suis de retour aux États-Unis depuis 2023. Ça fait à peu près un an, je pense, que j'ai créé mon compte Pinstripes Friends. Ça me permet du coup de parler de ma passion, le baseball, avec une communauté que je trouve moi fantastique, la communauté baseball francophone. Et j'ai l'avantage d'être aux États-Unis, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi de maintenir un rythme de vie convenable et de produire du contenu tout en regardant les matchs sans casser mon sommeil complètement, comme je suppose que vous le faites pour regarder les matchs. Malgré nous, oui, on a quelques heures de sommeil à rattraper, malgré qu'ils ne peuvent pas être rattrapés dans la vie. Ouais, toi, tu as la chance de vivre vraiment à l'heure des matchs, hein, donc Oui. La seule pas mal. difficulté, c'est quand ils partent sur la côte ouest, où du coup, Ouais, ça c'est un peu les plus matchs finissent à 1h ou 2h du matin des fois, et bon, un ouais, peu dur le lendemain ouais. pour le travail, mais sinon, oui, le match à 19h, moi, c'est parfait. Je fais mon petit thé et je suis prêt à tweeter à tout va Ah ben on voit la ça. suite du match. On voit ça parce que tu as été hyper actif sur Twitter avec les comptes rendus des matchs, les stats, les sous-titrages des confs de presse, des joueurs, des managers. Enfin voilà, c'est un boulot énorme que tu as fait. Euh, comment tu as eu l'idée de créer ce compte FR des Yankees, tiens, justement? Moi, en fait, je suis un fan de baseball qui est vraiment récent. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert. J'ai l'impression que beaucoup de gens, particulièrement dans les podcasts, depuis l'enfance presque, même en France, vous êtes fan de baseball. Moi, j'ai vraiment découvert le baseball. J'avais 30 ans quand je suis arrivé. Alors même pas quand je suis arrivé aux États-Unis, parce que je suis arrivé aux États-Unis en 2016, mais quand j'ai rencontré en fait ma femme et que on discutait de quel sport, je lui demandais quel sport elle suivait, et le seul sport qu'elle suit, c'est le baseball. Et moi, j'étais là, c'est le seul sport que je ne regarde absolument pas. Mais un peu de romantisme quand même dans ce podcast, par amour, je me suis mis devant la télé et je me suis mis à regarder des matchs et à essayer de me dire, je reste quelqu'un d'assez basique, j'aime le sport. En regardant, j'ai quand même bien commencé à apprécier. Et j'ai galéré à comprendre les règles, ce qui se passe sur Google, qu'est-ce que c'est qu'un sac fly, qu'est-ce que c'est qu'un double jeu, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais je trouve qu'une fois que tu as compris les bases, que tu as ce cœur de base de règles qui sont un peu compliquées au début à comprendre,
Le baseball, c'est tellement un sport fun, magnifique. dis-le, fun. Non, mais c'est fun. Et non, mais c'est juste, voilà, moi, ce que j'aime, c'est cette en fait, même quand il se passe rien, c'est cette tension où tout peut changer vraiment d'un coup. Enfin, je sais que le home run de Judge contre les Blue Jays en ALDS, mais quel moment pour moi, j'étais devant ma télé, tu espères ce moment, et quand ça arrive, c'est ce relâchement de tension tout d'un coup, ça y est, la balle frappe le poteau, c'est sûr, c'est home run. Il y a que au baseball, je trouve, que tu as ces moments vraiment de joie. Je pense que le seul moment qui m'a donné autant de joie que face au baseball, c'est le doublé de Mbappé en Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde 2022, où tu as ce truc inattendu qui se passe et qui renverse complètement un match. Mais je trouve que le baseball, justement, c'est ça très, très, très régulièrement, des matchs qui se retournent, qui se font, qui se défont. Anthony Volpi qui rate la balle et tout d'un coup, tu prends la... Et non, mais c'est vraiment des émotions uniques, je trouve, ce sport. Et donc, j'ai découvert ça grâce à ma femme en 2018. Et j'ai choisi les Yankees parce que tout simplement, ma femme et sa famille, son père principalement, lui, il est né à New York dans les années 40. Il est fan de son héros, c'est Mickey Mantle. C'est un fan des Yankees. Et je dis pas que j'ai pas eu le choix, bien entendu, mais ça tombait bien aussi parce que moi, la première action, je crois que j'en ai déjà parlé sur le compte, mais la première vraie action de baseball que j'ai vue, c'était au All-Star Game 2018. C'est Aaron Judge qui frappe un home run sur Scherzer, je crois. Et j'étais là, waouh, ok, ça c'est cool, ça j'aime. Et donc, je suis devenu fan d'Aaron Judge, peu importe ce qui arrive. Et donc, du coup, être fan des Yankees, c'était un peu naturel. Et c'est vrai que c'est l'amour du baseball de ma femme, de son père, qui m'ont poussé à m'intéresser au sport et plus particulièrement aux Yankees parce que c'était vraiment la culture de leur famille. Et du coup, c'est comme ça que moi, petit Français arrivé aux États-Unis, je suis devenu fan des Yankees. Alors, j'avais pas conscience de à quel point ce choix était être controversé. Je sais que très moi, controversé. j'ai pas choisi pour la facilité de me dire. En plus, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné un championnat que je peux dire que on n'est plus assez. J'ai manqué les années dorées des Yankees. Mais non, après, j'ai découvert aussi toute la rivalité, toutes les rivalités. Voilà, Petit à petit, je découvre encore. Oui. Après, moi, je suis moins attaché à ces rivalités-là. J'ai moins de... La ferveur. Enfin, je veux dire, la ferveur, tu l'as, mais ouais, oui, voilà, mais c'est vraiment, c'est un peu plus viscéral quand c'est tu ça. voyais mon père et les Red Sox, c'est une vraie rivalité où eux, ils ont vécu des moments et des tensions de fou. Moi, j'ai beaucoup moins de vécu à ce niveau-là. Au niveau de ça se construit. Oui, bien sûr. Là, on a eu notre premier affrontement, enfin le premier vrai affrontement que moi j'ai suivi en playoff contre les Red Sox et oui. Schlittler, notre héros. Mais malgré vous, effectivement. Ça, mais c'est vrai que j'ai moins cette peut-être rivalité contre certaines équipes, cette rancœur, etc. Cette tension viscérale quand on rencontre certaines équipes, même si je comprends le contexte historique de tout ce que la rivalité Yankees-Red Sox représente, etc. J'ai l'histoire un peu quand même. Je me suis renseigné sur tout ça. Merci pour Babe Ruth. C'était très sympa de nous le donner, mais c'est vrai que j'ai moins, puisque je suis fan assez récent, j'ai moins ce ressenti vraiment viscéral au niveau des rivalités. Mais ça se construit quand même petit à petit. J'ai des franchises que j'aime. Les Dodgers, par exemple, j'aime un peu moins bien, forcément. J'ai plus envie de les battre que d'autres équipes. Forcément, ça commence à se construire petit à petit, mais c'est assez intéressant de. Ouais. Comment est venue ta création de compte? Alors, la création de mon compte, je crois que je l'ai créé septembre 2024. En fait, 2024, du coup, justement, celui qui m'a transmis cette passion des Yankees, mon beau-père, John, est décédé. Et du coup, c'était, je sais pas, d'une certaine manière, pour moi, c'était... Rendre hommage?
ouais, et faire un peu mon deuil à travers. C'est comme ça un peu que ça a commencé, de me dire, me plonger moi dans les Yankees comme lui il a pu le faire, comme lui il a pu le ressentir pour faire un peu moi mon deuil. Donc c'est comme ça que j'ai moi commencé mon compte, et après j'ai vraiment accroché au fait de discuter en fait avec des gens et de rencontrer la communauté FR qui était hyper accueillante, hyper sympa et prête à échanger. Et du coup, ça m'a donné envie moi aussi de contribuer et d'essayer, parce que moi je trouve vraiment que le baseball devrait être beaucoup plus populaire en France, même si je sais il y a des difficultés, etc. Mais du coup, moi, j'ai envie d'apporter un peu ma pièce à l'édifice et d'essayer de construire un peu cette communauté, si je peux aider, et d'essayer de dynamiser tout ça en essayant d'amener des idées qui, des fois, sont bonnes, des fois sont mauvaises, j'en sais rien, mais au moins en créant du contenu et de rendre un peu le sport plus visible. Et en plus, j'ai l'avantage, comme on a discuté déjà, d'être aux États-Unis. Donc, ça me donne une place assez facile pour créer, suivre les matchs en direct, être capable de... dans l'idéal, peut-être un jour rencontrer des joueurs ou aller chercher peut-être des rencontres avec des gens qui font partie de l'organisation des Yankees ou peut-être d'autres équipes, hein, si ça peut intéresser, etc. Mais avoir cet atout dans ma manche d'être aux États-Unis, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'exploiter pour essayer de transmettre le plus possible la passion du baseball en France, même si je sais que le marché était un peu hermétique et que la MLB n'est peut-être pas intéressée, mais moi je suis intéressé. Et aussi parce que moi j'étais réfractaire au sport aussi il y a 7 ans. Hein. Quand j'ai dû m'y mettre, j'étais pas non plus qu'est-ce que c'est ce sport, tu vois. Et au final, c'est vrai que tu te demandes cet effort, mais une fois que tu es dedans, et c'est vraiment, je trouve qu'il y a tout dans ce sport. Si tu aimes les stats, il y a des stats à gogo. Si tu aimes le romantisme, il y a du romantisme à gogo. Si tu aimes les scandales, il y a des scandales à gogo. Avec ça. Arrête avec le romantisme. Non, il n'y en a pas. Mais il y a Non, de si, tout, il y en c'est a un pour petit dire qu'il y a de tout. peu. Je suis Il y d'accord en a avec pour toi. tout le monde. Oui, tout à fait. Et donc je pense que tout le monde peut trouver son intérêt dans le baseball. Et c'est vrai que bien sûr, c'est pas un sport qui est très populaire, qui n'est pas joué en France, ou pas beaucoup joué en France, si tu compares aux autres ligues comme la NBA ou la NFL. Mais je pense que le sport mérite d'être découvert. Donc c'est ce que j'ai envie de faire moi avec ce compte. Et et après le contenu, suivre les matchs, c'était la manière facile de créer du contenu. Parce que tu peux facilement échanger avec d'autres gens en direct s'ils sont encore réveillés ou poster les scores, etc. Les stats, je trouve que c'est toujours intéressant de publier des stats parce que c'est le cœur du baseball et c'est le nerf de la guerre, hein, dans tous les sports. Oui, tout à fait. Et après, les interviews, c'est vrai que je crois que c'était au milieu de l'année où j'ai fait ma première traduction et mes premiers sous-titrages. Oui. En fait, c'était parce que je crois que c'était après, parce qu'on était nuls et qu'on faisait plein d'erreurs. Et en vrai, je trouvais que c'était... Et en fait, il y avait beaucoup de discussions sur pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir en fait le discours vraiment de d'Aaron Boone, de dire qu'est-ce que lui, il en dit. Et c'est vrai que moi, forcément, je suis bilingue, donc j'écoute, je peux comprendre, mais je me doute que ça peut être une barrière pour certaines personnes de pas forcément... Quand tu regardes une interview, tu comprends pas forcément ce que la personne dit. Donc je me dis, mettre des sous-titres, ça peut être intéressant si les gens veulent vraiment voir ce que les gens disent sur certains moments clés un peu de la saison. Donc j'essaie de choisir quand des choses vraiment importantes chez les Yankees se passaient, de choisir une interview qui était un peu représentative de comment est-ce que le manager, les joueurs ou Michael Kay, qui est le commentateur des Yankees, ressentent ça et qu'est-ce que eux en pensent directement, sans filtre, sans moi. Enfin, si, du coup, je fais la traduction, forcément, mais avec moins de filtre que juste lire un article, etc. Juste vraiment voir la personne qui en parle avec ses propres mots. Et je pense que c'est important aussi de voir leurs émotions quand ils en parlent, tu vois, parce que quand tu lis juste le compte rendu, tu sais pas vraiment l'émotion qu'ils avaient, etc. Donc je trouve que c'est intéressant d'apporter des sous-titres. Donc je trouvais que c'était
un ajout, et ça prend pas tant de temps que ça prend un peu de temps, mais maintenant, une fois que tu as un process qui est un peu plus clair, c'est de plus en plus facile. Et après, c'est vrai que une fois que les Yankees étaient éliminés, j'ai fait quelques vidéos où j'explique certaines actions clés qui se sont déroulées. Je sais pas si je continuerai à faire ça, mais je trouvais que c'était intéressant. C'était un peu similaire à ce que fait John Boy, les breakdowns où il explique. Alors lui, il lit sur les lèvres, etc. C'est assez fun à suivre. Mais moi, je trouve que c'était intéressant de faire ce genre de choses. Même si c'est peut-être pas bien fait, bien produit et un peu maladroit, mais de faire ça pour expliquer les règles, en fait, avoir ces actions clés et expliquer les règles de base moi, par exemple, qu'est-ce qu'un jeu forcé? J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que des fois, quand t'es obligé d'avancer. Pourquoi est-ce que la personne reste sur la base? Mes premiers matchs, j'étais là, mais juste cours, vas-y, avance. Ou alors même, tu vois, genre le sack fly. Pourquoi est-ce que dès que la balle est frappée, tout le monde court pas, tu vois, genre, obligé de taquer. Qui sont pas forcément naturels et instinctifs dans un match de baseball. Et je pense qu'un truc qui est aussi des fois difficile à comprendre, je trouve que le scoreboard, quand tu connais rien au baseball, lire un scoreboard, c'est impossible. Tu vois, t'es là, t'as des flèches partout, des couleurs, des chiffres. Si t'es pas un minimum guidé, c'est dur de comprendre. Et c'est tellement... Mais c'est tellement clé pour comprendre une situation, parce que si tu as un point d'écart, tu as deux personnes sur les bases, du coup, tout peut se passer, tu vois, tu sais rien. Et donc, du coup, j'avais fait un peu ce format avec quelques plays je crois, des NLCS et du World Series pour potentiellement, si des gens qui découvrent le baseball les voient et comprennent un peu les règles et peuvent s'intéresser. Tout à fait, parce que je t'ai vu arriver, donc comme tu as dit, en septembre 2024. Je me suis dit, tiens, un petit nouveau qui vient agrémenter l'esprit commu FR des comptes MLB. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, on va suivre, même si c'est les Yankees. Mais j'ai quand même suivi. Et je dois dire que ton travail a été remarquable et remarqué. Merci. Parce que j'ai pu suivre, alors, autre que Gaëtan Libert aussi avec son compte FR des Yankees, et toi en plus, tu as su, on va dire, vraiment suivre cette équipe de bout en bout. Analyse des stats, les vidéos comme tu as dit, les actions de jeu, etc. Enfin voilà, les commentaires live, tu répondais assez facilement. Enfin voilà, tu étais hyper disponible pour tout le monde. Et c'est ça en fait qui m'a fait réfléchir à il faut qu'on le reçoive sur le podcast, parce que quelqu'un qui a monté ça en moins d'un an, qui a suivi toute la saison, parce que Dieu sait que c'est un marathon, cette saison une saison de baseball. Ouais, je pense honnêtement, j'ai dû manquer peut-être 4-5 Est-ce que tu as vu tous les matchs? Non, je pense, en fait, il y a des moments, je crois que j'ai manqué, par exemple, le match du 4 juillet, j'ai pas regardé parce que on faisait autre chose avec ma femme et le match était en plein après-midi, et à un moment, on est aussi, on a eu quelques mariages aussi, auxquels on est allé cet été, et donc du coup, j'ai pas suivi. J'ai dû manquer, je pense que j'ai dû manquer une dizaine de matchs max. Ça fait 150 matchs, quoi. Ouais, non, mais après, comme je dis, en fait, les matchs pour moi sont beaucoup plus faciles à suivre parce que ils sont à l'heure, à une heure. Mais il faut y rester, hein, c'est 2h30, 3h sur le canapé ou le fauteuil, à regarder des erreurs défensives de Volpi, ça c'est sûr. Écoute, on est compte. mais non, mais oui, après, c'est vrai que c'est un marathon, c'est vraiment un marathon, mais c'est vraiment, ça m'a permis vraiment aussi d'être vraiment plongé dans essayer de comprendre quels sont les besoins de l'équipe. Que par exemple, quand la trade deadline arrive, je savais exactement ce qu'il nous fallait, quels étaient les points forts, les points faibles. Même là, tu vois, je sais à l'off-season qu'est-ce qu'il nous faut, tu vois. Shortstop. De toute façon, il est blessé, donc on a Caballero. De toute façon, il sera pas là avant mai, notre GOAT. Je rigole. Mais après, si Bob Bichette veut nous rejoindre. C'est vrai qu'il y a pléthore de joueurs qui sont free agent. Effectivement. Écoute, en tout cas, franchement, ton travail est admirable. Bravo encore.
Vraiment bravo. Pour ceux qui ne suivent pas, il faut le suivre parce que même si vous n'aimez pas les Yankees ou que c'est pas une équipe qui est dans votre cœur, par contre pour son boulot, franchement ça vaut le coup de mettre un suivi et tu fais du très bon taf. Maintenant, comment tu as vécu toi, on a parlé avec Julien, comment tu as vécu ces World Series, tiens, ou même en soi? Moi, moi, Est-ce que tu as regardé les matchs déjà? j'ai regardé. Alors, j'ai pas regardé tous les matchs. Je vais être honnête. Je pense que j'ai regardé le match 1. J'ai pas regardé le match 2. J'ai regardé la T'as regardé le moitié du match 3? Bah, en fait, Quelle le truc, moitié? par exemple, Quelle moitié? Parce que la le moitié du 3 défaut pour moi, c'est la première partie, les 9 premières manches, en oui, fait. c'est ça. Mais en fait, parce que moi, à la fin des 9 premières manches, bah, il est 23h30. Donc, je me Ah dis, ouais, bon, dodo. allez, je vais aller me coucher. Mais du coup, je me dis, bon, allez, je vais vérifier, genre, demain matin, genre, qu'est-ce qui s'est passé dans le 12e inning. Et je vois 18. 18. Et là, bon, allez, on va se mettre les petits highlights quand même. Donc, j'ai regardé la moitié du 3. J'ai regardé le 4. J'ai regardé, je pense que j'ai regardé 4, 5, 6, 7 après. Et en vrai, Toi quel comme set. moi, comme on est néophyte dans le baseball, enfin néophyte, ça fait pas 30 ans qu'on suit, tu vois, le baseball. Ouais. Moi, j'ai Euh, ces qualifiés de légendaires, ces World Series, parce mais que c'était la pour moi, première fois. c'est clairement le plus beau World Series que j'ai vu. Mm. Et je pense que ça restera le plus beau World Series que j'ai vu pendant longtemps. Ça va être dur d'aller chercher beaucoup plus de dramaturgie, beaucoup plus de moments absolument incroyables ou improbables. Cette balle coincée dans le mur, moi je m'en remettrai, je pense, absolument jamais. Mais t'as à la limite l'impression qu'il y a une intervention divine qui dit non, non, les Blue Jays, vous n'allez pas gagner ce World Series. C'est vraiment la Ouais. balle impossible. Mm. Et les stats, et les milestones, et les Tout. légendes qui s'écrivent de plus en plus, quoi. Et enfin pour moi, absolument choqué par Yamamoto. Yamamoto m'a assommé parce qu'il était prêt. Parce que déjà, game 2, il fait son complete game. T'es là, bon, déjà, le mec met la barre. Je pense que c'est dans niveau performance individuelle sur un match. Peut-être que Don Larsen qui fait un perfect game dans le World Series, qui se peut peut-être qui s'assoit à la table, mais je pense que Yamamoto s'assoit à la table de Don Larsen. Et après, il est prêt à pitcher dans le match 3. Il est prêt, il dit au manager, si tu veux, si tu as besoin, si ça dure plus longtemps, j'y vais. Et déjà, à ce moment-là, je me dis, déjà, c'est un fou. Quand même. Je me dis, bon, calmos quand même, Yamamoto. Mais il l'a fait, il l'a putain de fait, parce que Game 6, il pitch, il fait 97, 400 lancés, et le lendemain, il y va tranquille, il fait ses 2 manches, et enfin, j'ai jamais vu cette performance. Pour moi, c'est absolument, enfin, ce MVP, 100% mérité, parce que le MVP de Ohtani dans le NLCS, on est bon, il fait un match 4 qui rattrape tout, mais vraiment, Oui, voilà. c'est une performance sur une série absolument dingue. Il m'a vraiment scotché, et c'est cette performance, moi. Pareil, Yamamoto, au World Series 2025, je m'en souviendrai pendant longtemps, parce que c'est ce que Michael Kay, dans une interview, enfin dans un segment que j'avais traduit, disait, c'est des choses dont nous, on parlera à des gamins dans 30 ans, 40 ans. Et Yamamoto, au World Series 2025, il a fait un complete game, ensuite il a fait Game 6. Enfin, comme on reparlera de Judge et Ohtani, je me souviens à l'époque, les deux, mais c'était ces moments qui, t'as vraiment l'impression d'avoir assisté à un moment de légende, et les matchs 6 et 7 sont absolument fantastiques. C'était vraiment Fantastique, oui, tout à fait. C'est vraiment fantastique. les héros improbables. Miguel Rojas, mais sorti de Ouais. nulle part, genre, et
un pari de Dave Roberts de le faire jouer parce que c'est un bon gars et qui motive les gens dans le vestiaire. Il n'avait pas frappé un hit depuis tout le mois d'octobre quasiment. Et d'un coup, il te frappe le home run qui égalise sur Hoffman dans la 9e manche. Mais c'est improbable. C'est vraiment des moments IKF qui est à 3 mm de remporter le World Series pour les Blue Jays. C'est vraiment, tu as l'impression que tu avais tout contre les Blue Jays pour pas qu'ils gagnent. Vraiment, tout s'est vraiment aligné pour les Dodgers. Mais ce World Series, ouais, non, moi j'ai suivi. J'espère que personne ne gagne, mais en tant que fan des Yankees, mais vraiment, ça a été un plaisir à suivre et vraiment meilleur que celui de l'an passé. L'an passé, on était tous. Mais c'est sûr. Mais le spectacle. C'est sûr, parce qu'il n'y avait pas autant le suspense qu'il y avait là sur ces 7 matchs. Le premier match de la série l'année dernière était vraiment bien, mais après le reste catastrophique. Ouais. Mais là, ce World Series, vraiment, je pense que ça fait partie des matchs. Ce match 7, si tu veux faire découvrir le baseball à quelqu'un, je pense que c'est un match, probablement dans la liste des matchs à mettre pour un néophyte, si tu veux vraiment l'intéresser au baseball. Je pense que c'est typiquement ce genre de match à regarder. Mais je pense que je pense que pour moi, ce sera pendant très longtemps le meilleur World Series que j'ai vu, quoi. Je peux déjà, je pense, prédire ça, que ça va être dur de faire mieux, quoi. Exactement. On va passer à la seconde partie, qui est hyper intéressante aussi. À ton initiative, tu as envoyé aux owners de comptes francophones MLB, aux médias aussi, si je ne me trompe pas, un formulaire de vote pour les awards MLB. Donc en fait, on a fait notre tableau final et nos récompenses MLB. Ce qui est vraiment hyper intéressant et très bien parce que voilà, au moins comme ça, nous, à The Playoff FR, nous sommes bénévoles, toi aussi tu es bénévole, donc tout le monde est bénévole, il n'y a aucun professionnel dans le sport, on va dire, là, dans ce qu'on fait. On prend sur notre temps libre, notre passion en fait, voilà. Et tu as créé du coup ces awards MLB pour cette saison régulière. Je le notifie. Voilà. Sur le même format en fait que les prix MLB exactement. qui sont remis en ce moment. Je me suis dit que c'était intéressant de voir quelle était l'opinion en fait de la commu francophone et donc d'ouvrir ça à tous les comptes qui suivent des équipes en particulier, mais oui aussi j'ai ouvert à vous du podcast aussi. Je crois que Mike du podcast à coup sûr a voté, Passion MLB. Il a voté. Mike a voté. Mike a voté. C'est pas vrai. Et Guillaume, il a voté aussi ou pas? Je crois que Guillaume n'a pas voté, si je me souviens bien. Non. Mais du coup, en tout, il y a eu. Mais après, j'essaie de donner une opportunité à tout le monde. Je m'excuse si j'en ai oublié. Je vais le dire à Julien que Guillaume n'a pas voté. Mais je crois, il faudra que je vérifie. Mais je m'excuse si j'ai oublié des gens et que tu vérifieras s'il te plaît. Mais j'ai essayé je me dis que ça pourrait être intéressant de voir notre opinion avant que justement les vrais prix soient annoncés. Et du coup, il y a eu 20 votants en tout, donc je pense que c'est assez représentatif, je pense. Un beau panel, effectivement. De ce que la commu francophone a pensé de cette saison et a pensé des meilleures performances, des meilleurs joueurs de cette saison. Donc, si tu veux, on peut commencer avec déjà les prix dont on connaît les vrais vainqueurs. On connaît les vrais vainqueurs. On va commencer par les rookies. C'est ça, rookie, American Rookie League. Of the Year. Oui, priorité à l'American League. Alors, le vrai vainqueur, du coup, on l'a eu lundi, c'était Nick Kurtz des Athletics, unanime. Unanime, effectivement. Donc, parce qu'en MLB, il y a 30 votants, donc il a eu les 30 premières places des 30 votants. Et ça a été le même choix pour les comptes francophones, puisque Kurtz l'a emporté face donc à Jacob Wilson. Donc il n'y a eu que deux joueurs qui ont reçu des votes. Ça a été Nick Kurtz et Jacob Wilson. Et donc ça a été du 80-20 pour Kurtz face à Wilson. Donc pas unanime, mais assez tranché quand même pour Nick Kurtz. Oui, parce que le troisième était Roman Anthony.
des Boston C'est ça. Red Sox. Le troisième nommé, ouais, c'était le troisième du classement officiel, c'est Roman Anthony des Red Sox. Alors après, je pense que Anthony, en fait, il a souffert il a eu un début tardif dans la saison. Ouais. Je pense que c'est ça qui le fait. Puis il a été Et en blessé. plus, il s'est blessé. Il s'est blessé. Ouais. En fait, il a commencé début juin, il s'est blessé début septembre. Après, il a C'est fait ça. une saison, les 2 mois qu'il a Ah, fait. il ont a été- fait une ligue d'été assez bien, quoi. Ouais, Ouais, vraiment après, très bon. Ouais. il a été vraiment. Je pense que s'il avait fait Ouais. la saison complète, il aurait été vraiment un très, très, très sérieux candidat face à Nick Kurtz. Mais je pense que ouais, le fait que sa saison ait été écourtée fait que il n'a pas pu vraiment mettre les. En fait, au niveau des stats, des moyennes, il est vraiment très bon, mais je pense que c'est des stats cumulatives où il pêche un peu à ce niveau-là. Et après, Jacob Wilson, c'était un cas aussi qui était intéressant. Un On en profil a discuté, effectivement. différent. On en a discuté parce que moi, j'étais tellement focus sur son strikeout de la saison. Donc, il est à 39. Tu vois, c'est un type style Luis Arraez, tu vois. Le mec, il est. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je pense que ce qui lui manque, c'est, je pense qu'il s'il avait eu un meilleur batting average, parce que là, il tombe à 0,301 face à Nick Kurtz qui est à 0,290. Je pense que l'écart en batting average, même s'il y a beaucoup plus de strikeouts du côté de Nick Kurtz, je pense que c'était difficile de donner vraiment beaucoup de crédit à ce style. Je pense que s'il était plus proche des 0,35, 0,38, là, on aurait parlé, je pense, différent. Mais le fait que Nick Kurtz soit quand même pas très loin au niveau du batting average et la puissance de Nick Kurtz. Il a un slugging de fou et puis 36 home runs, 86 points produits. C'est ça. Il fait des matchs, il a fait des matchs à 4 sur 4 avec 4 home runs. Enfin, ouais. 6 sur 6, pardon. 6 sur 6, 4 home runs, ouais. 4 home runs. Ouais, 4 home runs, 6 sur 6, c'est incroyable. Non, c'est impossible, je pense, de pas le donner à Nick Kurtz pour cette saison. Et après, il s'est bien défendu, Jacob Wilson, mais c'est vrai que Nick Kurtz était au-dessus du lot sur ça. Je pense que c'était assez intéressant. Je pense que ça aurait été. Je pense au début de la saison, quand je pense que Jacob Wilson était près des 0,400, c'était là, tu te dis oui, ok, il y a vraiment, s'il continue sur cette lancée-là, mais je pense que c'était un peu essoufflé en fait saison. Et du coup, très très bon joueur, hein, mais je pense que face à Nick Kurtz, c'était compliqué d'aller chercher plus. Et je pense que c'est mérité pour Nick Kurtz d'être unanime. Là, je pense que c'était clair que c'était le rookie de l'année dans l'American League. Et du coup, si tu veux quelques infos complémentaires sur ça, c'est le premier rookie de l'année des Athletics depuis Andrew Bailey en 2009. Et c'est le 9e rookie de l'année pour les Athletics. Et du coup, on a eu un 1-2, donc top 2 pour les Athletics avec Kurtz et Wilson. Et est-ce que tu sais est-ce que tu peux me donner des duos qui ont fait top 1, top 2 de la même équipe? Ah ouais, de la même équipe. Il y en a des récents, c'est assez récent. Ah ouais? J'en ai pris 2 qui sont assez récents, même équipe, pour Atlanta, des Braves, en 2022. Avec Ronald Acuna? Non. Non, même pas. 2022, donc. En 2022. En 2022. Michael Harris Jr. The second, ouais. Michael Harris, the second, et le deuxième. Ouais. C'est le second que je dois trouver? Le duo, ouais. Donc, Michael Harris, the second, a remporté le rookie de l'année. Et le deuxième, c'était aussi un deuxième, c'était un Braves. un pitcher. Ozuna, Marcel Ozuna. Ah. Tu m'as dit quoi? C'est un lanceur. Un lanceur. C'est Spencer Strider. Ah oui. Top 1, top 2 donc, avec Atlanta. Et 2011, je pense que tu me rapportes forcément, mais c'était les Braves qui ont fait un top 1, top 2 avec Craig Kimbrel et Freddie Freeman, qui avaient été top 1, top 2 dans le rookie de l'année. Donc, top 1, top 2 pour les Athletics cette année. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et assez rare. Les Yankees avaient fait top 1, top 3 l'an passé avec Hill et Wells. Mais il y avait eu Colton Cowser qui avait été top 2. Donc ça, c'est pour l'American League. Du coup, on parle des Braves. Ils vont être forcément en National League. Du coup, National League, du coup, rookie de l'année en National League, ça a été donc c'était annoncé pareil lundi. Donc Drake Baldwin, le catcher des Braves, qui a pris le prix.
Donc les finalistes c'était Baldwin, Horton des Cubs et Caleb Durbin des Brewers. Et du coup, la communauté française n'a pas voté pour Baldwin. Alors, je vais vous donner le détail, mais du coup, nous, c'était Cade Horton qui avait été plébiscité par les comptes francophones. C'était un vote qui a été très, très serré. Je pense que c'est le vote qui a été le plus serré. De ce que je vois, parmi les votants. Donc, Horton avait pris 40% des voix, 35% pour Baldwin, et ensuite, il y avait eu Augustin Ramirez, Caleb Durbin qui avaient pris 10% chacun, et 5% pour Isaac Collins, le left fielder des Brewers. Donc, c'était un vote qui était vraiment partagé. Il n'y avait pas de gros consensus. Et du coup, au final, ça s'est joué à une voix, 8-7 pour Horton face à Baldwin. Donc, pas le même choix pour la communauté francophone, mais on était quand même pas très loin pour avoir le award pour Drake Baldwin. Le premier, deuxième, quoi. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais c'était, je pense qu'au final, c'était pas si serré que ça dans les votes finaux, puisque Drake Baldwin a pris 21 premiers votes contre 9 pour Horton. Donc, ça a été quand même assez largement en faveur de Drake Baldwin dans le vrai vote. Moi, je pense que ce qui a manqué à Cade Horton, c'est qu'il lui a manqué des innings, en fait. Il a que 118 innings lancés. Et il a de très bonnes stats, 2.67 d'IRA, 97 strikeouts, 144 d'IRA+. C'est très, très bon, hein, mais je pense que seulement 118 innings pitch, c'est un peu... je pense que s'il était à 150, ça aurait été une discussion un peu différente. Rivaliser, effectivement. Et Caleb Durbin, je pense que c'était un bon candidat aussi, mais je pense qu'il était plus en dessous des deux. Mais je pense que vraiment, c'est le volume qui a manqué à Cade Horton pour aller chercher un peu plus, pour espérer un peu plus dans ce vote. Mais Drake Baldwin, du coup, qui gagne en MLB, on va dire, officiellement, et chez nous, à un petit vote près, on va dire. Voilà. C'est ça. Et du coup, c'est le 10e catcher à remporter le Rookie de l'année. Et c'est seulement le 3e en à peu près 30 ans. Et le dernier, c'était Buster Posey en 2010 avec les Giants. Les Giants, ok. Et c'est le 10e qui a remporté le prix. Les Braves sont du coup 3e au classement des Rookies de l'année. D'ailleurs, les Dodgers et les Yankees. 18 Rookies de l'année en tout pour les Dodgers, 10 pour les Yankees, et donc du coup 10 maintenant aussi pour les Braves. Ok. Donc c'est des bonnes machines à rookie. C'est ça. Ouais, oui, puisqu'en fait ils ont eu on l'a déjà dit, Michael Harris II donc qui a gagné en 2022 et Ronald Acuna Jr. qui a gagné en 2018, donc ils produisent tous les 3-4 ans un rookie de l'année qui est chez les Braves. C'est une valeur un peu sûre. On espère que chez les Braves ça marchera un petit peu mieux l'année prochaine. Voilà. On l'espère. Après, le retour, si Acuna Jr. revient en forme, après on verra l'off-season. C'est ça. On verra ce qu'ils vont faire dans la off-season, effectivement. On continue avec les Cy Young. Ouais, alors du coup là on n'a pas les résultats officiels. On n'a pas les résultats officiels, là on va passer aux résultats d'Alexis avec son... Oui, après on peut prédire, on peut reparler quand même un petit peu, mais du coup on peut commencer par la National League, les Cy Young. Donc il y a les trois finalistes pour la MLB, c'est Paul Skeens donc des Pirates, Christopher Sanchez des Phillies et Yoshinobu Yamamoto des Dodgers. Donc je pense que donc dans la communauté francophone, ça a été une victoire écrasante pour Paul Skeens. Hein. Il a pris 19 des 20 votes, donc 95%. Et Christopher Sanchez a pris 1 vote, donc 5% des voix. Je pense que c'est assez clair que Paul Skeens est assez favorable, est assez quand même pressenti pour gagner. Ouais, voilà. Et du coup, il a son IRA qui est à 1,97, c'est quand même une dinguerie. Alors après, il n'est pas aidé par les Pirates, puisqu'il a un bilan de 10-10. Mais le bilan, après, je pense que le bilan, ça compte beaucoup moins maintenant dans la. Ça pèse moins dans la balance quand même pour un titre individuel. Moins qu'avant, en tout cas. Parce qu'avant, je sais que c'était beaucoup avant qu'on ait vraiment des stats avancés, etc., beaucoup plus poussés. Le nombre de victoires, c'était quelque chose qui comptait pour les pitchers.
Là, je pense que ça compte beaucoup moins. Donc je pense qu'il va être assez plébiscité. 1,97 d'IRA, 216 strikeouts, 217 d'IRA+. C'est quand même assez fou. Et du coup, ouais, Paul Skins il passe pas loin de la Triple Crown, hein. Je te coupe, mais il passe pas loin de la Triple Crown. Hein. Non, c'est vrai. Il lui manque les victoires. Forcément. Mais du coup, Paul Skins qui avait gagné le Rookie de l'année l'an passé dans la National League. Et il pourrait faire du coup il pourrait faire le doublé, un Rookie de l'année Cy Young qui n'a pas été fait tant que ça. J'en ai noté 5 dans l'histoire de la MLB qui ont fait Rookie de l'année Cy Young, et il y en a 2 en plus qui ont fait Rookie de l'année, Cy Young et MVP dans leur carrière. Je pense que celui-là, tu peux le savoir, c'est Justin Verlander qui a fait Rookie de l'année en 2006, Cy Young en 2011, 2019 et 2022, et aussi MVP en 2011. Et aussi à l'ancienne, Don Newcombe, Rookie de l'année en 1949, Cy Young en 1956 et MVP en 56. Mais tu as aussi pas mal t'as Jacob deGrom qui avait fait aussi le doublé Rookie de l'année Cy Young. Dwight Gooden qui avait fait aussi donc c'est quand même un doublé qui est assez rare pour les pitchers de faire Rookie de l'année, parce que Rookie de l'année était aussi en compétition avec les batteurs, au contraire du Cy Young où c'est que les lanceurs. Oui, c'est uniquement lanceur, effectivement. Donc c'est assez rare pour les lanceurs de faire ce doublé-là. Donc Paul Skins, si jamais il gagne, du coup on ne sait pas, hein, mais si jamais il gagne ce Cy Young, pourrait faire ce doublé. Oui, tout à fait. Il est en bonne passe pour l'être. Hein. Il a 2, 4, 6, 7 statistiques où il est devant comparé à Christopher Sanchez. Oui, je pense que. Il en a 6, voilà. Yamamoto, il est un petit cran en dessous, mais vraiment tout petit, quoi. Ouais. Voilà. Et on rappelle, la post-saison ne compte pas, parce que si ça comptait, je pense que Yamamoto. Ouais, je pense que oui, il finirait Cy Young largement. Mais la post-saison ne compte pas, donc pour Yamamoto, ça ne compterait pas. Du coup, pour l'American League. American League. L'American League, du coup, les 3 finalistes annoncés par la MLB, c'est Tarik Skubal, donc des Tigers, Garrett Crochet des Red Sox et Hunter Brown des Astros. Et du côté des prix, de la communauté francophone, c'est Skubal qui a été choisi. Alors moins plébiscité que Skins, 15 votes pour Skubal, 4 pour Crochet, 1 pour Brown. Donc on a le trio, on a le même trio que les prix officiels. Donc Skubal qui je pense aussi est le favori pour le prix officiel, même si Garrett Crochet quand même a de très très bons arguments avec plus de 200 innings lancés, qui est quand même une barre assez symbolique pour les lanceurs. Mais après Skubal est à 195, donc c'est pas non plus comme s'il était à la ramasse à ce niveau-là. Mais je pense que c'est l'IRA qui fait beaucoup pour Skubal, 2,21, 2,59, ouais. 2,59 pour pareil, hein, Crochet qui est à 0,30 d'ERA d'une Triple Crown, hein, parce qu'il est en tête en strikeout avec 255 et en victoire. 18 avec 5 défaites, alors que Skubal c'est 13-6. Ouais, c'est ça. C'est vraiment limite quoi. Je pense que je sais pas, on verra à quoi ressemble la distribution des votes, hein, mais pour moi les deux sont de bons choix. Les deux se valent. Mais je pense que Skubal, l'IRA de Skubal lui donne quand même un petit avantage, et sachant qu'en fait il n'est pas très loin dans les autres. Enfin, il est à 10 innings en innings lancés, il est à 14 strikeouts au total. Je pense que c'est assez favorable pour Skubal, et ce serait du coup un back-to-back parce qu'il a pas commencé l'année, et du coup on n'en a pas eu non plus beaucoup des back-to-back Cy Young de ce que j'ai noté. Le dernier en date, c'était dans la National League, c'était Jacob deGrom, 2018-2019. On avait tu vas faire plaisir à Julien. Mais oui, c'est vrai. Avec Jacob. Scherzer aussi, 2016-2017. Kershaw, en 2013-2014. Lincecum, 2008-2009. Et après, on a des plus vieux. Randy Johnson, Greg Maddux, qui avait fait 4 d'affilée.
Ah ouais. Ça aussi, je pense qu'il faut aller chercher. Donc, C'est fort. 99-2002 pour Randy Johnson, 92-95 pour Maddox. Mais du coup, Skubal qui pourrait s'inscrire un peu plus aussi dans cette légende, hein, back-to-back, c'est quand même. Et est-ce qu'il va être transféré cette off-season? Je pense que c'est la grande question, une grande question de cette intersaison, puisqu'il reste 1 an de contrat avant de devenir agent libre. Donc c'est tellement dans l'an prochain, ça va être aussi une grosse bataille pour qui va signer Tareq Skubal. Ouais, tout à fait. Gareth Crochet, dans son style, pareil, dans sa lancée, il a su faire forte impression. Il a quand même mené Boston sur certains matchs où il était vraiment dans le dur. Très impressionnant. Je l'ai vu. Hyper impressionnant. Ouais. On l'a vu en tant que fan des Yankees, on l'a affronté quelques fois. Ça a toujours été, il nous a dominé. Hein. On n'a pas, je me rappelle d'un match où on revient. Il a failli faire un complete game contre nous en regular season, mais Aaron Judge a égalisé avec un home run au bout de la 9e manche au-dessus du Green Monster. Et sa performance en playoff dans le wild card round, il a dominé. Il a dominé la line-up des Yankees. Enfin, c'est la victoire que les Red Sox prennent face aux Yankees dans ce round-là. Max Fried en face n'avait pas été mauvais, hein, mais je pense que pareil, on aurait parlé beaucoup plus de Garrett Crochet si jamais les Red Sox avaient remporté ce round-là. Après, ça ne compte pas pour les prix, mais clairement, en plus, donc ils ont étendu leur contrat. Son contrat a été je ne sais plus pour combien il a signé exactement, mais pour quelques années avec les Red Sox, ça va être il va nous faire chier pendant assez longtemps. En tout cas, pas Bregman. Hein. En tout cas, pas Alex Bregman. Bregman, lui, va partir. On verra. Donc, ça, c'est bon déjà. En tout cas, pas ravi de l'avoir dans la division pour les 5-6 prochaines années à venir. Mais oui, je pense que ça va être clairement un candidat pour les années à venir pour le Cy Young. Je pense que ça fait partie des. Imaginons que Gerrit Cole fasse une saison pleine. Et là, ça pourrait être encore un match-up. Mais peut-être encore l'année prochaine. Mais oui. Oui, peut-être. Il y aura des duels. Parce qu'honnêtement, il était bien lancé pour aussi concurrencer avec Skubal et. Ah oui, tout à fait. Garrett Crochet. Hein. Tout à fait. Je pense que l'American League East, on a cette division est dantesque. Et quand même, Hunter Brown aussi très très bon quand même. Enfin, oui, n'oublions pas Hunter Brown. Mais Hunter Brown quand même, très bonne saison, 2,43 d'IRA, 206 strikeouts, c'est quand même là, quoi. Il a quand même répondu présent. Après, je pense qu'il est un peu éclipsé par Crochet et Skubal, mais il fait quand même une saison aussi à plus de 6 de BWAR, comme Crochet et Skubal, qui sont à 6-3, 6-5, lui à 6-1. C'est pas ridicule. Hunter Brown n'est pas non plus un choix ridicule, mais je pense que t'enlèves Skubal et Crochet, c'est pour lui, mais je pense qu'avec Skubal et Crochet, c'est impossible pour lui je pense d'espérer plus que cette 3e place. Mais quand même, saluer la performance cette saison d'Hunter Brown des Houston Astros. On va passer au MVP. Ouais, je pense on fait le National League d'abord. Allez, National League. Allez, on y va. Le plus clair, hein, donc 3 finalistes. Shohei Ohtani, Dodgers, Kyle Schwarber des Phillies et Juan Soto des Mets. Alors côté vote francophone, c'est Shohei qui a pris le prix avec 17 voix pour Ohtani, 2 voix pour Schwarber et 1 voix pour Skins, qui, c'est vrai, Skins a fait quand même une saison qui aurait pu mériter peut-être un peu. On verra je pense qu'il peut-être qu'il sera dans le top 5, du MVP, mais il y avait eu 1 voix pour Paul Skins en tant que MVP de la National League. Je pense que assez clairement, Shohei, une saison de fou, hein, 55 home runs, 146 runs inscrits, c'est quand même une dinguerie. Et en plus, il a lancé cette saison. En plus, il nous fait 45 innings pitch à 2,87 d'IRA avec 62 strikeouts. Bon, c'est clairement, je pense, assez difficile de contester Shohei
sur ce prix-là, même si la saison de Kyle Schwarber a été magique d'une certaine manière, 56 home runs. Ça reste du Kyle Schwarber, je vais te dire. Voilà. Et Mais toujours c'est vrai que efficace sur ça. après, c'est vrai qu'un average de 0,240, c'est assez, ça fait un peu grise mine. Et Juan Soto, bah, c'est vrai qu'il a démarré doucement, on se demandait, mais cette première saison avec les Mets, au final, je pense qu'il vaut son contrat. Il est dans son contrat. Il est en 30. Il finit sûrement meilleur joueur de la franchise, quoi, c'est sûr. Ouais. Ah, je pense, ouais, Pete Alonso, je me rappelle plus des stats de Pete Alonso exactement, mais après, oui, il est à, du coup, il est à 43 au moins, 38 stolen base, donc il est pas loin du 40-40. C'est quand même pour une première saison avec les Mets. Comparé à Shohei, vous savez, on avait habitué à peut-être à mieux. Hein. Shohei, il a moins volé de base. Hein. Il a moins volé de base cette année. Hein. Alors peut-être que c'est un choix du staff aussi. Hein. Ouais, après, je pense que c'est aussi l'économiser quand tu dois lancer, quand tu dois. Tu prends moins de risques à aller chercher. Hein. Ouais, je pense que il y a un peu de ça. Enfin, une fois que tu as fait 50-50, est-ce que tu vas aller chercher un petit peu 60-60 c'est compliqué quand même. Ouais. Donc, tu l'as fait une fois. Mais du coup, donc Shohei, je pense, qui est assez favori, ce serait son 4e MVP. Hein. Et il n'y a qu'un seul homme qui en a plus. C'est Barry, qui a 7 MVP. 3e consécutif, s'il jamais il le gagne, puisqu'il a remporté aussi en 2024 et 2023, mais dans l'American League. Et pareil, il n'y a que Bonds qui a remporté autant de MVP consécutifs, puisqu'il avait fait 4 fois entre 2001 et 2004. Et ce serait son 2e MVP en tant que Dodgers. Et les Dodgers n'ont que 13 MVP. Ils sont derrière les Yankees avec 22 et les Cardinals avec 18. Il n'y a que Roy Campanella, qui est un catcher, qui a gagné plus d'un seul MVP en tant que Dodger. C'était avec les Brooklyn Dodgers, donc ça date. C'était en 51, 53 et 55. Donc, Shohei qui s'inscrit aussi un peu dans la légende des Dodgers, donc une franchise qui est quand même assez mythique. Un peu plus, encore une fois, ouais, effectivement. Et ce serait le premier aussi à gagner back-to-back MVP lors de ses 2 premières années avec une franchise. Donc le 2e après Roger Maris qui avait fait ça avec les Yankees en 60 et 61. Donc on verra, mais je pense que Shohei va encore un peu plus s'asseoir sur le trône de la MLB. Une domination écrasante sur la MLB en général. Il reste encore des belles années, hein, donc ça va falloir aller le chercher. Donc, voilà, ce qui est intéressant dans les 3 là, Soto, Schwarber, Ohtani, c'est que les 3, quand tu regardes le nombre de matchs qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Alors Schwarber a joué la totalité des matchs. Et Soto à 2 matchs près et Ohtani 4. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont vraiment beaucoup joué. Joueurs indispensables de leur équipe, quoi. C'est clair, je pense que tu les enlèves. Mais après, c'est le lot de tous les MVP. Hein. Je pense que c'est pareil. Faire l'American League, si tu veux, passer à l'American League maintenant. Ah oui, l'American League. L'American League, voilà. Il y a 3 finalistes. Il y a un débat, mais après, je veux dire, les noms des finalistes, il n'y a pas de débat. Ouais, voilà. Non, Aaron Judge, Cal Raleigh, José Ramirez, donc, qui sont les finalistes pour le MVP. C'est ça. Du côté francophone, ça a été pareil. En fait, assez serré, je pense, avec celui du rookie de l'année, c'était le vote le plus serré. Pour les prix individuels, parce qu'après, c'était aussi un peu serré pour les prix de l'équipe type, mais il y avait plus de choix. Mais là, pour les prix individuels, donc c'est Judge qui l'a emporté avec 12 voix contre 8 pour Raleigh, donc du 60-40. Donc un vote assez partagé. Côté francophone, je pense que ce sera aussi assez partagé côté officiel. On verra. Je pense que parlons de José Ramirez, très bonne saison de José Ramirez, un classique du José Ramirez. Il est très bon. Il fait ses stats, il est très bon. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est une saison encore. Il fait pas de bruit, mais il est toujours là. Non, mais il est un joueur exceptionnel, hein, franchement. Ouais. Mais bon, clairement, il va finir 3e. Non, mais tout le respect. Mais oui, il faut dire ce qui est, effectivement. Bon, il va finir 3e. Ça va se jouer entre Judge et Raleigh. Et là, c'est le débat. Moi, bien sûr, j'ai mon favori. Mais, bien sûr, c'est ton favori. Tu le portes en ce moment, son numéro. C'est ça, il est là, 99.
non, après, pour moi, c'est vrai que il y a un trou offensif quand même entre Judge et Raleigh. Faut quand même pas se mentir. 60 home runs, certes, pour Cal Raleigh, mais de manière offensive, il y a un trou, quoi. Il y a quasiment 200 points d'OPS. C'est pas rien. 215 d'OPS plus contre 169 d'OPS plus. C'est énorme la production de ce qu'a fait, Aaron Judge, qui certes n'a que 53 home runs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi parce qu'il a beaucoup moins d'opportunités de frapper des home runs. Parce qu'il frappe les home runs à peu près au même rythme. Donc, un home run tous les 10 at-bats comme Cal Raleigh, mais parce qu'il a beaucoup plus de walks, parce qu'il a beaucoup plus de walks intentionnels, bah forcément, il a moins d'at-bats au total, donc il a moins de home runs. Et il a été blessé aussi, donc il a manqué quelques matchs, une dizaine de matchs cette saison. Après, c'est le débat de est-ce que le fait que Cal Raleigh soit un catcher compense pour tout ce pour cet écart offensif. Et ça, je pense pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, je pense pas que le fait que ce soit un catcher. Alors, c'est un assez bon catcher cette saison. Cal Raleigh, il n'a pas été au niveau Gold Glove, Platinum Glove comme il a été l'an passé, mais il a été bon. Enfin, sans grand plus, tu vois, il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été très mauvais non plus. Mais je pense que tout comme Judge n'a pas été excellent dans le right field, il n'a pas été mauvais, il a été bon défensivement. Oui. Après, c'est vrai que le travail de catcher, c'est quelque chose qui est plus dur, une valeur inquantifiable. Donc, est-ce que ça compense, est-ce que ça, cette valeur que Cal Raleigh apporte en tant que catcher suffit pour le faire passer devant Aaron Judge? Moi, je pense pas. Moi, je pense que ce qui fait mal à Cal Raleigh et la raison pour laquelle, pour moi, il va être un peu court pour le MVP. Les 60 home runs, c'est fantastique, c'est un milestone. Je pense que s'il avait 59, déjà, on en parlerait beaucoup moins. Le fait qu'il ait à 60, ça le propulse un peu plus dans une dimension qui le permet d'être compétition avec Aaron Judge. Mais ce qui fait très très mal, c'est son batting average, 0,247. C'est faible, surtout quand le gars en face a remporté le batting title. 0,33, c'est compliqué. En fait, pour moi, ce batting average, il pique quand même. Parce que quand tu regardes les stats d'Aaron Judge, il n'y a aucune stat que tu jettes pour l'encenser, quoi. Quand tu regardes les stats de Cal Raleigh, cet average, il fait un peu mal, quoi. Il pique un peu. Et je pense que pour moi, c'est là où ça va peut-être coincer un peu pour les votants qui sont les vrais votants. C'est est-ce que tu peux donner un MVP à quelqu'un qui n'a pas un batting average au-dessus de 250? C'est quand même parce que je crois que le plus bas, ça a été Ohtani, qui l'avait gagné, je crois, en 2021, mais il était à 255, 256, mais il lançait. Donc, tu as quand même aussi une valeur qui est vraiment concrète. Là, pour moi, c'est ça qui va peut-être pêcher pour Cal Raleigh. Ce batting average est quand même un peu bas. Et il est toujours aussi derrière en WAR, qui justement comprend un peu cette valeur de catcher. Et il est assez derrière quand même. 10-1 contre 9-1 en F-WAR, 9-7 contre 7-4 en B-WAR. Ça fait quand même de gros écarts faits par Aaron Judge à ce niveau-là. Mais intéressant à savoir, intéressant à voir. Alors le public, je pense que cette saison attendait beaucoup plus des HR de Raleigh plutôt que sa productivité offensive. En fait, tout le monde voulait voir s'il pouvait aller encore plus loin, tu vois, comme la chasse au home run de Judge quand il a fait 2022, son... Non, exactement. Voilà. Est-ce qu'il va aller chercher plus Au détriment de sa productivité offensive, il cherchait beaucoup plus le home run pour, disons, être le premier switch hitter, être le premier, tu vois, oui, il y a ça aussi, catcher. C'est un switch hitter, c'est aussi la battu le record du home run en tant que switch hitter, il a passé Mickey Mantle. On était plus sur cette optique-là avec Raleigh que, disons, être offensif avec les Mariners, tu vois. Ouais, alors que Judge, lui, on sait très bien ce qu'il fait, c'est il frappe, et il frappe beaucoup de doubles, il frappe beaucoup de triples. On sait très bien que le right field des Yankee Stadium, ben, c'est forcément un home run à chaque fois. Enfin, voilà, c'est oui, le Green Monster, souvent, quand même. Le plus court cette année, le Pesquipo, là, je peux te dire qu'il en a dû passer quand même. Là, mais ce que je veux dire, c'est que Judge, en fait, il a été, voilà, là, comme tu as dit, beaucoup plus
offensif en termes de production. Non, 1149, je crois, d'OPS. C'est absolument dantesque. hallucinant. Oui, en fait, hallucinant. un des ennemis de Judge, c'est l'habitude. C'est-à-dire que, en fait, il a normalisé ce qu'il a fait, parce que ça fait clairement depuis 2022 à 2023, il était blessé, donc, mais il avait fait quand même une très bonne partie de saison qu'il avait faite. Mais il a normalisé en fait ces chiffres-là, alors que non. 215 d'OPS+, c'est pas normal. C'est pas même, je crois, Shohei Ohtani, 179 d'OPS+. C'est exceptionnel. 215, c'est hallucinant. Mais oui, ce qui joue peut-être un peu contre Judge, c'est peut-être la fatigue de se dire encore lui, de se dire est-ce qu'on va encore voter pour Judge. Il a peut-être normalisé un peu ses chiffres, mais je pense qu'il faut quand même remettre un peu tout ça à plat et se dire il y a quand même offensivement un trou énorme qui peut être comblé. Pour moi, aucun des deux, si les gens pensent que le fait que Cal Raleigh soit un catcheur comble ce trou, pourquoi pas? Moi, j'ai pas la réponse, mais pour moi, non. Mais clairement, en fait, si tu enlèves un des deux, l'autre est MVP unanime. Donc pour moi, il n'y aura pas de scandale si l'un ou l'autre l'emporte. Mais ce sera intéressant de voir le partage des votes. Exactement. Je pense que ça a l'air quand même d'être un peu, on va en discuter, mais ça a l'air de tendre quand même en faveur d'Aaron Judge. Les spécialistes, les experts ont l'air quand même de penser qu'Aaron Judge va l'emporter, mais on verra du coup ce jeudi. Puisque nous, jeudi, on en parlait avant. Jeudi, je crois, le verdict. C'est ça, jeudi. Parce que là, on est mercredi, donc ce soir, c'est les Cy Young. Et demain soir, ce sera les MVP. Et on a eu une info cette nuit. On va enchaîner sur le reste du. J'ai mes notes. Est-ce qu'on a les managers on a un back-to-back. Ouais, parce que si Judge et Ohtani aussi gagnent MVP, on aurait encore un back-to-back, ce qui est très 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 rare. Là, nous avons eu un back-to-back manager de l'année avec la personne de Stephen Vogt pour les Cleveland Guardians et Pat Murphy des Milwaukee Brewers. Voilà. Ouais. Donc, on a eu cette info cette nuit. Ça a été assez unanime pour Pat Murphy. Il a pris 27 des 30 premiers votes des premiers choix. Donc, du coup, c'est assez one-sided pour Pat Murphy. Ça a été plus partagé pour Vogt, qui a pris 17 des premiers choix. John Schneider, donc des Blue Jays, en a pris 10. Dan Wilson des Mariners en a pris 2. Et Alex Cora des Red Sox a pris 1 premier vote. Mais au final, c'est Stephen Vogt qui a pris le World. Donc, les deux avaient gagné l'année dernière. Donc, c'est un double back-to-back. Il y avait déjà eu back-to-back chez les managers. Il y avait Bobby Cox chez les Braves 2004-2005 et Kevin Cash avec les Rays en 2020-2021. Et le record, je ne sais pas si c'est le record du nombre de managers of the year, c'est 4. Donc Bobby Cox qui l'a fait 4 fois, Buck Showalter l'a fait 4 fois aussi, et Tony La Russa l'a fait aussi 4 fois. Mais back-to-back pour les managers, intéressant. Je pense que John Schneider quand même aurait mérité un peu plus de. C'est ça, ce que j'allais te dire. J'ai quand même, il emmène les Blue Jays en haut de la American League, parce que les Blue Jays étaient quand même au fond du trou l'an passé. Même là en début de saison. Même le début de saison, et vraiment il a fait un taf fou. Donc John Schneider, étonné que John Schneider n'ait pas eu plus de votes. Et un peu. Mais après, on ne décide pas. Et on n'a pas voté. Il n'y a pas eu de vote. J'ai pas fait le vote de la communauté francophone sur ça. Trop compliqué. Mais pareil, parce qu'on a eu les Gold Gloves, les Silver Slugger, tout ça, c'était aussi des choses qui nécessitent peut-être un peu plus de connaissances et on suit le baseball, mais après, est-ce qu'on ne suit pas non plus le global? Il y a une certaine termes statistiques qui font que ils sont plus ciblés que d'autres. Par exemple, les Gold Gloves ou par exemple les Silver Slugger, tu vois, c'est vraiment des stats ciblés. C'est ça. Il faut vraiment bien connaître, etc. Mais on avait quand même fait ce que le dernier vote qu'on a fait quand même avec les comptes francophones, c'est l'équipe type.
L'équipe type, oui. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé dans les votes. C'est quelque chose qui sera lancé, il me semble, demain. D'ailleurs, nous, on a la first team de la Commu FR. Voilà, on va dire ça. Donc, en catcheur, peu de surprise, Cal Raleigh qui prend le prix assez large. Ensuite, en première base, il y avait plus eu de combats quand même, mais c'est Vladimir Guerrero Jr. qui s'est détaché. Ouais. Deuxième base, Ketel Marte assez nettement également. Prend la position. Troisième base, assez net aussi pour José Ramirez. Assez logique. Pareil en shortstop. Très peu d'hésitation pour Bobby Witt Jr. Bobby Witt Jr. qui prend un Gold Glove et un Silver Slugger quand même cette saison. Donc il le fait des deux côtés. Mais ce qui veut dire qu'il n'aura pas le MVP. Non, mais Bobby Witt l'avait pas. L'an passé, il avait fait une saison de fou, mais Aaron Judge, encore une fois, il a fait une saison encore plus forte. Donc non, mais Bobby Witt, un jour peut-être, on espère, quand même, il le mérite. Mais, et du coup, dans l'outfield, trois choix. On a Aaron Judge, forcément assez logique. Juan Soto, aussi assez logique. Et Corbin Carroll des Diamondbacks, qui a fait aussi une très bonne saison. Il me semble que Corbin Carroll, il prend un Silver Slugger aussi. J'ai pas vu. Si, je te dis, il le prend. Et en DH, sans surprise, Shohei Ohtani, qui a pris. Pas Giancarlo. Il a été blessé, Giancarlo. Non, mais quand il est revenu. Kyle Schwarber, je pense. Quand il est revenu, il était chaud. Quand il est revenu, c'était Giancarlo Stanton post-season. En mode post-season. Mais après, du coup, Giancarlo Stanton en post-season, il n'était pas là. Il n'était pas là, non. Mais c'est ça que j'aime avec Giancarlo, c'est que tu sais jamais. Ouais. Un coup de batte, il peut tout changer. Mais c'est vrai que post-season, ça n'a pas été ça. Et du coup, des côtés des lanceurs. Alors, ton starting, Après, forcément, unanimement, Skins, Skubal, Crochet. Tout le monde a choisi Crochet, Skubal, Skins. Sanchez, qui a aussi été assez plébiscité par les votants. Et ensuite, ça a été. Alors, j'en ai mis 6 parce que je n'ai pas voulu départager. Et il y a eu égalité entre Hunter Brown et Max Fried pour la 5e place. Du coup, j'ai gardé les deux. Je me suis pas cassé la tête sur ça. J'ai pas voulu trancher. Et on a aussi pris Dale Rolver, Aroldis Chapman, des Red Sox, et Kate Smith des Guardians qui ont été plébiscités. Des choix, je pense, assez logiques. Il y a peu de surprises dans cette équipe type. Mais ça faisait plaisir de voter aussi par position comme ça. Il y a eu pas mal de choix de joueurs. Quand je vois les Rolvers, on va de Mason Miller il y a eu beaucoup de Brian Abreu, David Bednar, Robert Suarez, enfin voilà. Non, il y a eu beaucoup de choix, même dans les starting. Il y a eu Yoshinobu Yamamoto qui a été mentionné et qui n'a pas été retenu, mais Yoshinobu Yamamoto, Freddy Peralta aussi des Brewers, qui a été assez bon. Après, au bout d'un temps, il fallait faire des choix, et c'est vrai que on se retrouve vite limité. Il n'y a pas de place pour tout le monde, mais c'est vrai que c'était. Je pense qu'il y avait quand même un trio assez clair dans les lanceurs, partants avec Skins, Crochet et Skubal. Ouais, tout à fait. Forcément. Si on devait choisir tous les deux maintenant, enfin même toi, parce qu'on n'a pas parlé, du Comeback Player of the Year. Après, c'est vrai que c'est dur à gérer, ça. Ouais, mais en fait, j'ai pas aussi en tête qui est revenu vraiment cette année. Mais c'est vrai que celui dont je suis sûr, quasiment, je pense, c'est Jacob deGrom en American League. Je pense clairement, il a fait une saison exceptionnelle avec les Rangers. Et c'est un retour de fou, quoi, pour l'ancien Cy Young avec les Mets. Donc, je pense que lui est assez clair. Après, Acuna Junior en National League, ça m'a l'air d'être le choix qui se détache. Je me rappelle qu'il est revenu, ça je me rappelle. Après, je me rappelle pas qu'il a été non plus hyper tranchant. Mais après, en fait, j'ai pas non plus d'idée de
quels joueurs en fait sont potentiellement éligibles et pourraient être potentiellement en Ben, tu compétition. vois, par exemple, Lance McCullers Jr. McCullers Ouais, c'est Jr. vrai. Tu vois, par exemple, lui, par contre, lui, il a fait 700 jours, plus de 700 jours Oui, c'est vrai, c'est vrai, sans c'est vrai. starter, c'est sûr. Chris Sale l'année dernière, Ouais, c'était ou il y a Chris 2 Sale et ans. Garrett Crochet. Ouais, C'était voilà, Chris Sale et pareil. Garrett Crochet Ouais, voilà. l'an Pareil, passé. avec au moins une blessure à Ouais, long c'est ça. terme, Et juste c'est pour avant, tu ça, vois. Ouais. Acuna, De Mm. Grom, ça m'a l'air d'être les choix les plus évidents. Après, c'est vrai que Ouais. c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas non plus trop regardé. Ah, c'est des prix qui sont pas évidents parce que voilà, quels critères ils prennent, C'est ça. voilà, Je dis, voilà, par exemple, le qu'est-ce qu'ils prochain, font. Gerrit Cole, très Ouais. certainement, bon candidat. Mais après, là, cette année, vraiment, celui qui pour moi qui s'est distingué, c'est De Grom. On en a beaucoup parlé, son retour, il a été Oui. exceptionnel. Et Acuna, on a beaucoup parlé aussi de son retour. Mais après, c'est vrai que je me souviens moins qu'il ait été vraiment. J'ai pas ses stats en tête à Acuna cette année. Mais c'est vrai que j'ai moins en tête qu'il a été non plus tranchant. Il a fait Ouais, c'est 3 pareil. devoirs, Ouais, 21 Acuna, home runs, 21 home runs, ouais. 42 RBI, 417 d'OBP, 935 d'OPS. Ouais, non, il est très Mm. très bon en combien de matchs? En 95 matchs. Non, c'est propre, tu vois. Donc je pense que Acuna, De Grom, ça m'a l'air d'être les choix assez clairs. Oui. Et après, il y a aussi le releveur de l'année aussi, puisque c'est un prix qui va être attribué, je Ouais. pense, demain soir. Je pense en American League, c'est assez clair que Chapman, même si, même si Un peu controversé. Ouais. toujours, hein, Toujours. mais je pense c'est dur de lutter contre ces stats. Hein. Il a fait une saison Ouais. qui était dégueulasse. Hein. Je sais. Et ouais. Mais, Et mais non, mais après, c'est sûr que National League, Chapman. Ouais. ouais, après, je pense qu'il y a d'autres candidats. Je crois que j'ai noté Munoz, Kate Smith, justement, Brian Abreu, David Bednar, mais c'est aussi très très bon. Hein, mais je pense que Chapman est quand même un bon cran au-dessus. Chapman, il a été plus que clutch avec Boston, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais C'est vrai, ça. il a fait combien? 50, Mm. 60 batteurs retirés d'affilée. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est ça. et, De toute façon, on va retenir ça et donc du coup, il va sûrement avoir ce prix-là. Voilà. oui, Donc voilà. après, Après, c'est un prix qui ne juge pas de la voilà, personne. c'est ça, c'est ça, tout à fait. Et Et on après, a, en National League, ouais, bah, les noms que j'ai notés, c'est Duran, il a fait Twins Phillies, Twins, Phillies, ouais, c'est ça, tout à fait. Edwin Diaz des Mets, qui a aussi été très bon, Mason Miller, qui a aussi été vraiment bon Moi, avec les je penserais bien à une Padres. finale Mason Miller, Johan Duran, tu vois. Je pense aussi, je pense que c'est les deux qui se sont le plus distingués. C'était la preuve, hein, c'est qu'ils ont tous les deux été transférés à la trade deadline. Donc, c'est des releveurs qui ont une valeur de fou. Donc, je pense que, ouais, pour moi aussi, je pense que j'aurais peut-être Duran m'avait l'air plus solide quand même, à la fois avec les Phillies et les Twins. Miller, il est encore jeune, un peu rookie. Et il lance fort, hein, mais des fois le contrôle n'est pas forcément là. On pourrait mettre Mais Robert Suarez aussi hein, dans le lot, hein, tu sais. ouais, après il y a beaucoup de choix, hein, Il y en a beaucoup, hein. Ouais. mais, mais, en tout Là, cas, Johan Duran est un bon choix, je pense. je pense ouais. Après, ça reste un prix assez ouvert, je pense, Mm. beaucoup plus qu'en American League. Où je pense que Chapman a vraiment la main sur le Ouais, prix en American League. ok. Eh ben écoute, Je pense que c'est tout. On a fait on le a tour. fini avec avec on va dire, tes awards en tout cas. Ouais. Une petite question, Nos awards, oui, nos awards, oui, nos premiers awards. c'est ça, Très l'année bien. prochaine, on peut commencer. Ouais, hâte de faire cela l'année prochaine, en tout cas, Oui, effectivement. bah oui. Quelle va être ton activité pour la off-season, tiens, justement, avec ton compte? Est-ce que tu vas prendre un peu de repos, un peu de recul? Ouais, après, je pense cette Comment est un peu off-season, la j'ai off-season? envie. Ouais, après, bah, il faut forcément y avoir des news par rapport aux transferts, par rapport aux signatures d'agents libres. Donc, on va suivre ça. Après, dans l'idéal, j'ai envie de lancer des bouteilles un peu à la mer pour voir si je pourrais pas faire une interview avec Michael Kay ou avec toi pas forcément des joueurs ou mais des personnalités qui sont un peu en périphérie
Staff, ouais. Ouais, des Yankees, tu vois, Michael Kay qui est Ouais. le commentateur depuis 25 ans des Yankees, ou ce genre de personnes, tu vois, qui pourraient être intéressant de contacter, de voir si, est-ce que moi, petit français, vous voudriez bien m'en parler. Donc c'est peut-être, là, j'ai pas eu trop le temps parce que je me dis, si je veux me lancer dans ça, il faut quand même que j'ai une liste de questions et que je Ah me bah oui, prépare tout à fait. Ouais. de me lancer, de juste me dire, je vais pas y aller improviser non plus. Donc, mais c'est peut-être le genre de contenu que je vais essayer. Et après, je pense que pour l'an prochain, on repartira sur la même base. Je vais essayer de m'améliorer en graphisme un petit peu quand même Ah non, pour tes essayer graphiques, de. moi, pour moi, c'était hyper clair, Non, mais c'était oui, hyper mais écoute, précis. je bosse sur un nouveau logo, T'as mis un la nouveau barre très truc. haute, hein, je pense, hein, au Non, mais niveau j'ai quand même envie de m'améliorer visuellement. Enfin, le Ouais, contenu était là, mais de faire un visuel peut-être un peu plus propre, un peu plus épuré travaillé. ou Ouais. travaillé. Ouais, voilà, d'accord. Et donc, du coup, j'en profite un peu pour me former, enfin me former. Je regarde des tutoriels YouTube sur Adobe Illustrator. C'est pas non plus, la formation n'est pas non plus fantastique, mais essayer de travailler un peu sur l'aspect visuel et l'identité visuelle du compte, qui est quelque chose que j'ai essayé de développer avec un fond en pinstripes, etc., sur la plupart de mes posts, mais d'essayer de développer peut-être une identité visuelle un peu plus forte. Et après, bah, oui, on verra ce que l'off-season apporte en contenu. Hein. De toute façon, je pense que les Yankees sont toujours clients pendant pour les agents libres et pour les transferts. Donc, je Ah pense oui, que ça ne se concentrerait pas principalement sur tout ça. bah, c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Alexis, d'être venu sur ce Ouais, mais podcast. de rien. Merci de m'avoir invité. Ah oui, pas de problème. Écoute, on aimerait rencontrer plus souvent comment dire, les honneurs des comptes FR MLB. Comme ça, on peut faire la discussion, l'échange. C'est vraiment sympa de discuter avec d'autres personnes aussi Ouais, mais je suis dans le d'accord. Je suis baseball. C'est d'accord. vraiment super bien. Mais ça peut En être tout quelque chose sur lequel on peut travailler dans la off-season, essayer de développer un peu plus ouais, cet échange et ce genre de choses. Ça peut être aussi quelque chose à travailler pendant justement ce temps libre qu'on a un peu tous avec l'off-season. Donc, ouais. Ah, on reste en contact. peut-être que tu vas recevoir une invitation pour les conseils de classe. On va voir avec le J, voir si on va faire les Ouais, conseils de classe avec un délégué de classe, tu vois, une équipe, un délégué de classe, tu vois, par ok. exemple. Ok. Bah, écoute, si vous avez Ça serait pas besoin de mal. renfort, Ouais, moi, il n'y a pas de souci. En les tout DM cas, sont ouverts. en Après, tout le cas, décalage horaire oui, complique peut-être un t'inquiète peu pas, les choses. on s'adapte. C'est quand Mais, même, euh, il n'y a pas de problème. mais je suis là. Merci à toi en tout cas. De rien. Merci. Merci à vous. C'est la fin du pod. La semaine prochaine, on va se retrouver avec le J. Oui, retour des podcasts en duo. On ne sait pas ce qu'on va faire, ou si peut-être j'ai une petite idée. Voilà, on va voir avec lui. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'outro, c'est pas moi qui le fais, c'est le J. Moi, bon appétit, bon caca, conduisez bien, etc. Voilà, mangez et surtout pas en même temps aux toilettes. Safety first. Voilà, je l'ai fait un peu à l'arrache. Non. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à mettre des likes sur les plateformes d'écoute. Qu'est-ce que j'allais dire? Et suivez-nous encore sur The Playoff FR, Instagram, compte X, Facebook. Voilà. Merci à toi, Alexis. Une bonne soirée. À toi aussi. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.